Et salut à tous les amis, on est ensemble sur Roue Libre, on se retrouve après un bel été, on est très content de se retrouver, ça fait toujours plaisir, ça nous avait manqué mon Polo, pas vrai? Ouais, de ouf, de ouf. L'année dernière, on n'avait pas fait la Vuelta et avec Robin, ça nous avait quand même manqué. On était partis en vacances et après, on était tous retombés dans nos petits train-train quotidiens et on avait un peu zappé au lit. Mais là, avec le beau mois de juillet qu'on Ah a là fait, là, c'est autre chose, hein. j'avais déjà hâte de revenir alors que j'étais en vacances. Donc ouais, très, très, très content d'être là, requinqué comme jamais après deux, trois bonnes semaines de vacances. Et on va se régaler pour le dernier grand tour de la saison. Pas, pour Mm. l'instant, on se régale pas, mais ma Ah, promesse, pour elle le est là. moment, Ma c'est sûr promesse, que... ma promesse, Oh, c'est qu'on va se régaler, c'est qu'on va se régaler dans les 2 prochaines semaines et demie. j'espère bien, j'espère bien. En plus, on s'est bien reposé pendant les vacances, Polo. Moi, je suis parti en Italie, tranquillou, vers Rome, très très belle ville. Je pensais cuire là-bas, mais en fait, il a fait bon. Et un peu dans les gorges du Verdon ensemble, Polo, on s'est bien amusé avec une petite randonnée aquatique sur laquelle on a fait les Ah loutres oui, toute la journée. canyoning, randonnée aquatique dans les gorges du Vernon. On a passé une petite semaine, une grosse semaine ensemble, vu qu'après on allait voir ta famille Très belle aussi région. on allait voir ta famille aussi à Montpellier. Et après, ouais, t'es parti en Italie, je suis parti en Grèce avec Toi, t'es parti en Grèce, ouais. avec nos douces respectives. Et nous voilà, du coup, requinqués pour parler vélo. Et croyez-moi, pendant ces vacances, que ce soit Joseph Robin, qui n'est pas là, mais vous le connaissez, Robin, il sera de retour dès la semaine prochaine. Lui aussi avait un peu besoin de vacances après le tour féminin qu'il a suivi et aussi la préparation de cette Vuelta. Il a pris quelques jours, mais croyez-moi, on le retrouve dès la semaine prochaine. Mais quoi, vous pouvez être sûr que pendant ces vacances, on n'a pas raté une seule chose de ce qui s'est passé sur la planète vélo. Et donc, on va pouvoir en parler pendant cette petite heure tous ensemble. Exactement. Merci Val du Havre pour ton nouvel abonnement, toujours présent dès le retour. On va bien évidemment être présent sur cette Vuelta. Maillot rouge pour Paul, exactement. Ouais, Maillot tu sais quoi, bleu pour moi. j'ai fait exprès Renault, je me suis dit, c'est maillot Oh, rouge. c'est pas Putain, facile de nos jours de porter du rouge pourtant. petit hommage à la Primoz Roglic et surtout à la Jumbo-Visma. Petit maillot rouge des familles. Bon, je préfère le maillot rouge porté par Derek Rose que celui porté par Primoz Roglic. Mais voilà, c'était quand même un petit clin d'œil au Jumbo qui nous font quand même un début de Tour d'Espagne assez extraordinaire. Ouais. Assez insolent, on peut même dire, hein. On va en parler, mais c'est assez extraordinaire. Tu as bien raison, tu as bien raison. Donc ouais, on va être ensemble pendant une petite heure. On va bien évidemment commencer par l'étape du jour. On va la débriefer ensemble, les amis. Et on enchaînera parce que du coup, peut-être que vous avez regardé la preview que Robin a pu faire sur Winamax TV avec Manu Moine et Rémi Dos Santos. Du coup, Polo et moi, on n'en a pas fait avec vous, donc on a quand même envie aussi d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Et étant donné que bah, la Vuelta n'est pas tout à fait partie sur le plan des favoris, enfin il y en a un qui est parti en tout cas, mais pour le moment, il a pas encore gagné. Donc on va aussi analyser tout ça. On a bien envie de savoir un peu ce que vous en pensez, vous aussi. Donc on va se faire en gros une espèce de preview après 4 jours, 4 jours après le départ, mais il y a pas mal de trucs à dire. Et on terminera bien évidemment, on parlera un peu des Français, un peu des sprinteurs, des deux premiers sprints qu'il y a eu. Des trois premiers sprints qu'il y a eu, des deux premiers sprints et du classement du contre-la-montre par équipe. Contre-la-montre. Voilà. Donc c'est le programme du jour. C'est pas fait pour Roglic, mais il est encore plus favori après aujourd'hui. Tout à fait, Jean-Mur, t'as bien raison. Mikel Landa, la Vuelta est-elle Ouais. terminée? On va voir, on Euh, va voir. Le truc de Roglic, c'est que tu t'attendais à ce qu'il reprenne du temps aujourd'hui, voire qu'il n'en perde pas. Donc, il n'y a rien de surprenant C'est pas à tout surprenant. ça. Comme le dit Renault, il reste encore 3 semaines de course. On sait que Roglic, c'est pas non plus l'assurance touriste, même s'il est quand même bien plus en confiance dès qu'il aborde les routes espagnoles. Il va y avoir des étapes difficiles, des étapes qui correspondent plus à des qualités de pur grimpeur. Je pense notamment au passage en Sierra Nevada en fin de tour qui fera vraiment office de juge de paix avec l'arrivée à plus de 2500 mètres d'altitude sur une étape à presque plus de 4000 mètres de dénivelé positif.
attention, c'est encore très long et on est très loin de la Sierra Nevada. Il peut se passer beaucoup de choses. Alors certes, cette semaine dans le Pays Basque et même jusqu'aux Asturies, ça va avantager Primoz qui va pouvoir aller chercher des bonifs, peut-être même d'autres victoires d'étape. Ça peut avantager aussi d'autres concurrents au classement général, comme je pense à Jay Hindley, qu'on a vu fort aussi sur ce genre d'arrivée, notamment sur le Giro, surtout aussi à Remco Evenepoel, qui retrouve demain un terrain qui lui convient très très bien. Il l'a prouvé il y a quelques semaines. Voilà, Roglic, on s'y attendait de le voir fort aujourd'hui. La question, c'est de savoir s'il le sera encore dans 3 semaines. Et on en parlera tout à l'heure. Donc, on va parler de cette étape aujourd'hui. Je t'affiche, Polo, le classement de l'étape avec Roglic du coup qui gagne devant Mats Pedersen, Henrik Mas et devant deux Français, Quentin Paché et Pavel Sivakov qui font des belles places. Et derrière, on a des coureurs qui étaient évoqués pour la victoire. Remco Evenepoel fait 8. Et après, on a ben, je ne sais même pas où il termine finalement. Je vais aller le chercher. Mais Julien termine assez loin. Il termine 30 secondes, Julien. 51e à 30 secondes. Ouais. Voilà, il était mentionné. Aujourd'hui, c'était une arrivée pour Puncher. Mais on va peut-être commencer par lui, Polo, avant de parler de Roglic, parce on a commencé à en parler de Roglic. Mais Julien, il n'était pas dedans aujourd'hui. Il n'était pas dedans, ce qui est surprenant parce qu'il avait l'air bien dans l'avant-dernière difficulté, même s'il a fait un effort quand même un peu surprenant pour aller, je pense, empêcher Roglic de marquer trop de bonifs et aussi lui, pourquoi pas, prendre quelques secondes pour un éventuel maillot à poids, maillot rouge. Surprenant ce move qui lui a coûté beaucoup d'afflux, j'ai l'impression, puisque il n'a pas été capable de suivre les meilleurs dans la dernière difficulté, qui n'était pas non plus le mur de 8, si je peux me permettre. J'ai trouvé aussi léger, un peu juste sur le sprint qu'il a fait dans l'avant-dernière ascension aussi. C'est pas Voilà, rassurant. donc c'est pas rassurant. Je suis surpris, vraiment surpris, parce qu'il avait l'air fort, il avait l'air surtout en confiance. Après, quand même, beaucoup de déconvenues cette saison, ça avait quand même l'air d'aller mieux à l'orée de cette Vuelta. Et surtout sur une épreuve où ça doit se jouer presque sur la pointe de vitesse, plus que sur la difficulté de la dernière ascension, plus que sur les pourcentages. Au moins le voir sprinter, quitte à être battu, mais le voir loin lâcher comme ça, je t'avoue que ça me surprend un peu, Joseph. Je sais pas toi, mais moi j'ai Ah trouvé non, mais ça clairement. je trouvais ça un peu surprenant de la part de Julien, que je voyais quand même vraiment bien gagner aujourd'hui. On va pas se Mm. mentir. C'est d'autant plus surprenant et un peu inquiétant que on le voit au début du placement. Ça a été une montée assez bizarre d'ailleurs. Tu sentais qu'il y avait du coup d'épaule. Ils étaient tous un peu les uns sur les autres. Ça a mis du temps à se mettre en place. On a senti qu'il prenait la roue de Roglic, il a raison, finalement était la bonne roue. Donc en fait, s'il prend la roue de Roglic là-dessus, il se dit que c'est la roue pour potentiellement contrer et gagner. Donc ce que je vois moi, Ce que je vois, Joseph, c'est c'est qu'il quoi? avait l'intention et qu'il a senti très très vite. De quoi? Non, mais tu Tu m'as bugs dit un quoi? peu, Joseph. Tu bugs un peu. Ah merde, je Ouais. bug un Mais peu et là tu m'entends mieux? là, c'est revenu. Là, c'est revenu. Ouais. C'est revenu, ok. Non, je m'étais arrêté où? Donc ouais, je dis qu'il prend la roue de Roglic. Donc pour moi, il prend la roue pour gagner, avec l'intention de gagner. Et puis derrière, tu vois que rapidement, en fait, il est pas dedans. Et ça me fait me poser des questions sur sa forme actuelle. Tactiquement aussi, je suis assez d'accord avec vous. Je comprends pas vraiment ce qu'il a fait aujourd'hui. Et après, Julien, bah, quand il sent qu'il est pas capable, il coupe l'effort tout de suite. Donc, ouais, il va chercher 2 secondes de bonif au début, mais après, il en perd 28. Donc ouais, mauvaise journée pour Julien Alaphilippe. J'attends impatiemment son interview d'après-course parce qu'en général, il est assez transparent là-dessus et sur sa forme. Mais ouais, s'il ne gagne pas aujourd'hui, je me dis à voir sur la suite. Voilà, mais déçu forcément aujourd'hui du niveau de Julien et du résultat final, ça c'est sûr. Mais il n'a pas été le seul à passer un tout petit peu à côté parce que Remco Evenepoel aussi aurait pu faire un truc sympa aujourd'hui, Paul. Ouais, bah moi, Remco Evenepoel, j'ai quand même du mal à le voir
rivaliser avec des purs finishers comme peuvent être un Roglic notamment. Je ne suis pas surpris de sa place. J'ai l'impression que c'est quand même la place de Remco Evenepoel qui est en forme. Il évite la cassure, il n'est pas assez rapide en pointe de vitesse pour rivaliser avec ce qu'il y avait devant lui. On parle quand même de Roglic qui est imbattable sur ce genre d'arrivée. On parle aussi de Mads Pedersen, FDS qui nous dit qu'il n'était pas non plus très très bien placé, et ça c'est pas faux. Quand on voit aussi le placement de Julien et avec au pied pardon et avec Remco dans sa roue. Moi, je trouve que c'est un très bon résultat pour lui. Et moi, Remco, je ne l'attendais pas spécialement aujourd'hui pour la victoire. Je l'attends par contre demain. Demain entre Irun et Bilbao, c'est quand même un profil qui semble lui correspondre à la perfection. Et surtout, on en parlait en début d'émission. Remco fait partie de ce genre de coureur qui ne devra pas attendre les forts pourcentages de la fin de semaine, notamment dans les Asturies, mais surtout l'enchaînement des difficultés avec un peu plus d'altitude qu'il y aura dans les semaines suivantes. Donc Remco, il a une première semaine qui semble parfaitement taillée pour lui, pour au moins ne pas perdre de temps, et il serait bien inspiré d'en gagner. Aujourd'hui, il n'en perd pas. Demain, je pense qu'il devrait peut-être passer à l'attaque, qu'il n'hésite pas à y aller en tout cas, parce que ce sera sûrement trop tard s'il attend un peu plus tard dans le Tour d'Espagne. Hmm. Peut-être effectivement, vous avez raison dans le chat, vous soulignez que Remco était 30e au début du final. Il a tout remonté, il fait une belle montée. Du coup, peut-être une erreur tactique à la base, mais plutôt rassurant sur sa montée globale. On va parler bien sûr de Primoz Roglic parce qu'il fait, lui, par contre, il fait une sacrée montée. Et on a senti que tout de suite, en plus, il était dedans. Du début à la fin, il a été placé, et quand il a placé son accélération, il n'y avait que Mats Pedersen qui de loin potentiellement pouvait aller le chercher. Mais là, Paul, il prend le pouvoir, Primoz Roglic, et il est dans sa ligne dans son plan de marche en tout cas. Je pense qu'il l'avait coché, il la prend, et lui-même il est rassuré. On rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, que Primoz Roglic a gagné les 3 dernières Vuelta, plutôt en confiance. Ouais, complètement. Il me fait penser à ce Primoz Roglic qu'on avait vu notamment en 2020, d'une maîtrise vraiment implacable, à aller chercher toujours de les premières étapes beaucoup de bonifs, et à mettre sous l'eau un Richard Carapace qui n'avait jamais su trouver la solution face à lui. Voilà, c'est Primoz Roglic qu'on s'attendait de voir, mais je ne suis pas sûr que sur une étape comme ça, on puisse juger de sa forme et du fait de savoir s'il est à 100%. Je vais l'attendre quand même en haute montagne. Je ne suis pas plus inquiet que ça, en vrai, parce que le Primoz Roglic à 100%, c'est le Primoz qui gagne Paris-Nice, c'est le Primoz qui gagne le Dauphiné. Moi, je vais attendre de voir, mais pour le coup, aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir Roglic gagner. Je ne suis pas surpris de le voir reprendre du temps et des bonifs. On parle de 13 secondes. Oui, Remco n'a pas perdu de temps. Certes, c'est une erreur puisqu'il en perd quand même 13 sur Roglic au jeu des bonifs. Je vais attendre de voir. Je vais quand même attendre de voir, mais on a quand même affaire, contrairement à ce que disait la Jumbo, à un Roglic qui semble plutôt en forme. Et surtout à une équipe Jumbo-Visma qui est impériale depuis le début de cette Volta. Et ça, mine de rien, ça met en confiance quand on la recherche, justement, cette confiance, à l'image d'un Primoz Roglic qui n'a pas eu des derniers mois très, très simples, entre Non, les c'est sûr. blessures, des chutes, des désillusions, puisque mine de rien, même si c'est Vingegaard qui gagne, je pense que Primoz Roglic a attaqué ce Tour de France pour le gagner. Donc voilà, on verra par la suite, mais pour l'instant, il est dans son petit carnet de voyage avec la première étape de cocher.
T'as raison, Bekit. L'arrivée n'était même pas classée au classement de la montagne. Il faut voir Roglic sur les vrais cols. Le Tour de France va peser potentiellement. Ça, c'est ton avis. C'est pas de la haute montagne. Totalement. Alors, FDS, si tu dis de ton côté qu'il a été totalement en contrôle. Là, en tout cas, où je suis assez d'accord. En gros, ce que je vois, c'est que vous êtes tous un peu prudents autour de Primoz Roglic. Peut-être que ce qui s'est passé sur le Tour de France avec Tadej Pogacar vous amène à la prudence. Moi, ce que je vois, c'est qu'avant la Vuelta, j'avais peut-être des questions sur la capacité de Primoz Roglic à passer cette première semaine du fait quand même de son abandon sur le Tour de France avec une fracture des vertèbres quand même. Et je me demandais un peu dans quel état il allait reprendre un peu la forme, s'il allait être capable de faire ce genre de démonstration. La vérité, c'est qu'il le fait et je me dis qu'il va monter en puissance. Donc aujourd'hui, moi, je le voyais comme favori de la Vuelta. Je le vois peut-être encore plus. On développera un peu plus tout à l'heure. Mais aujourd'hui, quand même, il m'a impressionné. Alors, quand je vois qu'il n'y a que Mats Pedersen qui est pas loin de le gagner, d'aller le chercher, moi, ça m'a impressionné. Après, Ouais, mais ça veut après aussi, sans tirer de ça veut grandes aussi dire conclusions, tu vois. que ça veut aussi dire que c'était pas si dur. Donc moi je reste persuadé un peu comme toi Joseph que sur ce genre d'arrivée, même si les pourcentages étaient plus violents et un peu plus longs, je pense que le résultat aurait été le même. Je pense pas qu'il y aurait Mats Pedersen dans la roue, mais je pense que lui aurait quand même été vainqueur. Mais la vraie question, et comme le disent les gars dans le chat, c'est de savoir si, comme tu dis, avec cette année, enfin en tout cas cet été compliqué pour Primoz Roglic, est-ce qu'il aura le coffre et le physique pour tenir en Pour haute tenir, ouais. montagne, en deuxième ou en troisième semaine. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas, mais je pense je peux être serein de dire que hors fait de course, il sera solide leader du classement général à la fin de la semaine, Primoz. Mm. Mm. Bon, en tout cas, Mats Pedersen, lui, de son côté, c'est la troisième fois qu'il finit deuxième au final. Ouais, bah ouais, il fait deux fois Fait- deuxième au sprint et ouais, aujourd'hui c'est deuxième. 3 fois de suite en plus. Il nous Bah, ça fait. a toujours été le problème, entre guillemets, le problème de Mats Pedersen, c'est que c'est un très bon sprinter, mais qui est toujours tombé sur plus fort que lui sur des sprints massifs. C'est pour ça qu'il a voulu vraiment changer de profil, notamment en anticipant, comme il l'a pu le faire sur le tour. Mais quoi qu'il arrive, il tombe toujours sur un mec plus fort. Quand on a des forts pourcentages comme ça, il tombe sur un Roglic imbattable. Il est vraiment pas loin. Et quand il est au sprint, bah là, il se fait battre 2 fois par Sam Bennett. Euh, il y a un Ouais, il fait côté, une Van Aert, c'est un peu ça, ouais. ouais, il a un côté mal, il y a vraiment un côté malchanceux dans tout ça, certes, mais il y a aussi le problème de son profil, qui est toujours un peu hybride comme ça, qui l'oblige, pour moi, je pense, à peut-être anticiper d'un peu plus loin, pour être sûr de ne pas se frotter soit au meilleur sprinter, soit au meilleur Mm. puncher de ce peloton, parce que dans les deux cas, il a une petite, il est un chouille moins fort que les meilleurs du monde C'est dans ça. chacune de ces catégories, quoi. Après, du coup, il peut s'énerver, faire comme sur le Tour de France et décider d'aller gagner C'est ça. euh, autrement. Et il y Et c'est aura là qu'il du, est fort aussi. C'est que, et, euh, et c'est il y que aura moi, personnellement, du, j'aimerais pas. Il aura des il possibilités, il des y aura, opportunités. il y aura des possibilités. Je pense à l'étape de vendredi, je crois, ou de samedi. Je confonds là l'étape qui arrive à Sistiarna. Tu Mhm. as un col de première catégorie à quoi à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, si je dis pas de bêtises, peut-être même un peu moins. Euh, Ça, c'est parfait pour que la Trek fasse péter les sprinters dans cette arrivée. Vendredi, ça quand même ressemble à un À profil. Bah, tiens, Sistiarna, tu veux ouais, dire? ouais, je la montre. Là, je l'affiche, si Ouais. c'est celle-là dont Ça tu ressemble parles. à un profil pour Mats Pedersen. Il peut mettre en Alors, c'est difficulté un peu les. loin d'arriver, mais pourquoi pas? Il a été parti à 125 bornes de l'arrivée à Il Saint-Étienne, hein, donc lui, Ouais, ça lui non, mais fait il pas peut mettre, peur. son équipe peut mettre en difficulté parce qu'elle a les armes pour le faire, les sprinters. Par contre, il faudra faire attention, c'est quand même une difficulté qui est très très longue, hein, qui fait 20 bornes, Ouais, il fait beau, ouais. après de 6%. Donc il ne faudra pas se mettre dans le rouge non plus, mais il y a moyen de faire sauter quelques sprinters. Donc, Ouais, pourquoi bon, pas? comme dit les mentales de Pinot, il y aura d'autres concurrents. Est un éditeur qu'on a vu quand même assez en forme aujourd'hui, pour avoir son mot à dire. Mais en tout Ouais, cas, pas il aura mal, hein. plus de Mats chances que s'il doit Pedersen. se battre contre Bennett et même autres grands sprinters. Je pense notamment à Merlier, même si c'est pas la folie depuis le début
depuis le début de cette Vuelta. Joseph, t'es là? Joseph? Ouais, 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 tu. ouais, je t'entends. Ouais, mais j'ai fini de parler depuis 5 secondes et je t'entendais plus. Tu répondais pas. Ah! Ah ok, bah non, bah moi je t'entendais parler, donc il y a dû avoir, ça a dû lisser ta parole un peu plus lentement. C'est vrai que tu parlais un peu plus lentement, donc Ouais, je me suis dit, je veux pas balancer, mais dans le chat, on dit que tu bugs, hein. Donc, ah bah c'est non, mais c'est sans doute plutôt moi que toi. Là aujourd'hui, je reconnais que c'est peut-être moi. Polo, je vois que du coup, il y a du Sivakov dont on va parler peut-être tout à l'heure sur le débat sur les favoris, etc. Et je voulais un peu le garder, du coup, de parler de Sivakov tout à l'heure, Henrik Mas aussi. Et du coup, alors Quentin Paché fait une belle place, on peut le dire maintenant. Franchement, quatrième aujourd'hui, alors c'est typiquement le genre d'arrivée qui lui plaît clairement. au coureur français. Mais je voulais parler du coup enchaîner un peu par rapport à Mats Pedersen et avant de parler des favoris, je voulais parler un peu de l'homme qui a battu Mats Pedersen. Paul, je voulais parler de Sam Bennett, qui a quand même fait une belle première partie de Volta en répondant présent. Et il y a eu des questions qui se sont posées. Est-ce que, en fait, j'ai envie de te demander quelle valeur est-ce que tu accordes à ces victoires de Sam Bennett, étant donné que le plateau de sprinter n'est pas celui du Tour de France, mais que il vient, il gagne quand même, quoi. Il vient, il gagne quand même. Donc, tu vois, déjà, le premier élément de réponse, c'est que lui, les gens qui finissent derrière lui, c'est pas son problème. Mm. Sam Bennett est dans un trou terrible depuis qu'il est chez Bora. Et Sam Bennett avait vraiment besoin de retrouver de la confiance. Finalement, oui, peut-être que le fait que le parterre de sprinter ne soit pas fou lui permet de retrouver cette confiance. Il a aussi l'aide extraordinaire de Van Poppel qui se pose, en tout cas peut-être comme l'un des meilleurs sprinters, l'un des meilleurs poissons pilotes pardon, de cette saison, avec un Morkov un peu plus en retrait. Les poissons pilotes, je pense à Kluge aussi, beaucoup plus en retrait, je crois, blessé, malade. Enfin, les gens dans le chat me le diront. Côté loto, voilà, je voyais Benji sur les réseaux sociaux qui se demandait qui est le meilleur poisson pilote de l'année. Il se posait la question avec Christophe Laporte. Oui, moi je pense qu'en poisson pilote pur, Danny Van Poppel est meilleur que Christophe Mauvais, hein. Laporte. Je ne dis pas que Danny Van Poppel est un meilleur coureur que Christophe Laporte, mais je pense que Danny Van Poppel est un meilleur poisson pilote que le français. Ce qui fait la différence avec Christophe Laporte et avec cette équipe Jumbo-Visma en règle générale, on l'a vu avec Olaf Koy la semaine dernière, on l'a vu avec Wout van Aert, c'est que cette équipe est monstrueuse. Voilà. Aujourd'hui, Danny Van Poppel peut se targuer de faire gagner un mec qui est dans un trou terrible de confiance et de résultats depuis maintenant 2 ans. C'est pas la même dynamique chez Jumbo Visma, donc on pourra avoir ce débat, je pense, des heures. Je trouve en plus que Van Poppel frotte mieux que Laporte. Après, voilà, on me demande quel est le meilleur coureur. Le meilleur coureur est incontestablement le français. On l'a vu encore la semaine dernière. S'il est capable de gagner, et ça c'est très juste, comme tu dis, Sniper, mais là on parle vraiment de poisson pilote. Et encore une fois, aujourd'hui, Sam Bennett, il gagne en partie notamment sur cette deuxième, enfin sur les 2 étapes d'ailleurs, Est-ce parce que qu'il est Danny Van parfaitement lancé? Poppel le dépose, il le dépose, Non, mais c'est clair. contrairement à des erreurs tactiques qu'ont pu faire la Alpecin Phoenix, pardon, je sais pas si c'est déjà passé Alpecin de Koenig, je sais pas, Si, la si, ouais. Alpecin Phoenix, Alpecin de euh, Koenig. Alpecin de Koenig avec Tim Merlier. Et d'un autre côté, c'est sûr que quand sur le podium, tu as Dan Maclay, sur le podium, tu as Mats Pedersen qui n'est pas le sprinter le plus vite, le plus rapide en sprint massif. Bah oui, tu peux aussi te poser la question sur l'adversité, mais ça, encore une fois, c'est pas le problème de l'Irlandais. Ouais, exactement. Et dans le chat, qu'est-ce que vous en dites un peu de ça? Merlier est très compliqué son début de Vuelta. C'est vrai que tu parles un peu d'erreur tactique d'Alpecin, Paul, et c'est l'attaque de Pinot qui le dit. Et c'est la grande différence, effectivement, avec Bennett. C'est que, oui, certes, il ne gagne pas face à un parterre incroyable, mais juste avant la Vuelta, on ne disait pas qu'il allait gagner facilement.
Donc, c'est qu'il y avait finalement une adversité qui existait, notamment celle de Merlier avec des bons poissons pilotes, mais on sent bien qu'ils sont pas encore parfaitement lancés. On voit des poissons pilotes qui lâchent très tard leurs sprinters, notamment sur le deuxième sprint à Breda. Alors, je sais plus qui c'était. Je crois que c'était Dan Maclay qui a été lâché un peu trop tôt par Clément Russo. Donc voilà, si c'est eux qui bossent le mieux collectivement, le sprint, c'est pas que un finisseur, c'est une machinerie globale. Et là-dessus, pour le moment, les Bora sont les meilleurs et ça permet aussi à Sam Bennett d'être d'être parfaitement lancé. Mais on en a vu des mecs qui étaient parfaitement lancés et qui n'arrivaient pas pour autant à valider le travail de l'équipe. Donc c'est que Sam Bennett aussi retrouve un peu de confiance en lui. Donc je pense qu'il aura des opportunités pour nous prouver qu'il est vraiment de retour. Mais pour le moment, on lui demande de gagner sur la Vuelta. On a la 4e étape, il avait deux étapes à gagner, il a gagné les deux. Donc c'est qu'il était présent dans le final, C'est ça. qu'il a bien pris les roues et qu'on a déjà vu aussi des sprinteurs qui, quand ils ont des trop bons poissons pilotes qui, qui frottent trop bien, eh ben c'est très difficile de tenir leur roue aussi. Et Sam Bennett, lui, il en est capable. Ouais, c'est ça, mais là, pour le coup, je te dis, la force notamment sur le deuxième sprint, la force de Danny Van Poppel, elle est incroyable. Ils font leur sprint à deux au côté opposé, sans se demander qui est dans la roue, sans se demander si ça lance trop tard. Ils étaient dans leur ordre de bataille, ils ne sont pas souciés des autres trains, notamment de celui de la Alpecin de Koenig. Et on l'avait vu déjà sur le Tour de France avec Philipsen, il y a un vrai problème sur le lancement des sprints là-bas. Là, Tamigno, comme le dit Bilal, c'est une très lourde responsabilité pour le Belge de lui donner la responsabilité d'être poisson pilote. Ouais, Alpecin doit bosser là-dessus. Tu as peut-être Mm. 2 des 5 meilleurs sprinteurs du monde en force intrinsèque. Et je trouve que parfois, hélas, tu passes à côté d'encore plus beaux résultats parce que malgré Mm. tout, Merlier et Philipsen, Merlier a déjà gagné sur le Tour, a déjà gagné sur le Giro. Philipsen a fait un très bon Tour de France, ont des très bons résultats. Mais j'imagine pas, oui, voilà, s'ils avaient un poisson pilote de grande qualité. C'est ça, c'est ça. On passe au petit débat, Polo, sur les favoris de la Vuelta. Du coup, on rappelle, on est à la 5e étape. Il y a eu donc 4 étapes pour le moment. La victoire de Jumbo-Visma sur le contre-la-montre par équipe, les 2 victoires de Sam Bennett sur les sprints et la victoire aujourd'hui de Primoz Roglic. On a un classement général, du coup, pour le moment que je vais afficher, qu'on va prendre en compte dans notre analyse, à voir à quel point. Donc Primoz Roglic, pour le moment, il est leader devant son équipier, devant Sepp Kuss, avec 13 secondes d'avance. Et après, on a 3 coureurs d'Ineos du coup, qui sont à 26 secondes. Donc Ethan Hayter, Pavel Sivakov, Tao Gegenhardt. Richard Carapaz, il est juste derrière, il est pas loin, il est à 33 secondes. Remco Evenepoel qui est à 27 secondes. Et après, on a d'autres favoris potentiels à la victoire commencent à être un peu plus loin. Simon Yates, il est à 51 secondes. Henrik Mas, il est à 52 secondes. Joao Almeida, il est à 53 secondes. Et le dernier qu'on peut mentionner, c'est Jay Hindley, qui est à 54 secondes avec donc les Bora qui avaient pris un peu de temps sur le contre-la-montre par équipe, malheureusement pour eux. Donc voilà un peu les noms qu'on peut mentionner. Question très claire, très simple, Polo. Aujourd'hui, après 4 étapes, qui est ton favori pour la victoire sur la Vuelta? C'est Primoz Roglic, ça le reste, parce que je pense que le Primoz Roglic, même s'il n'est pas à 100%, je pense que Primoz Roglic est plus fort intrinsèquement que ses adversaires. J'imagine pas le Team UE faire quelque chose. J'ai trouvé Juan Ayuso décevant sur cette étape, très décevant même si on demande beaucoup à quand même un coureur de 19 ans. Joao Almeida n'était pas aussi dans le coup. Mine de rien, 53 secondes pour le Portugais, c'est beaucoup. Carapaz, j'ai quand même du mal à y croire. J'étais déçu de la manière dont il a pas gagné justement le Giro cette saison. Voilà, moi je pense que mon petit côté pessimiste dirait que ça risque quand même d'être une formalité pour Roglic.
Mon côté optimiste dirait que Pavel Sivakov, le français, va lui faire la guerre, et que Remco Evenepoel va lui faire la guerre aussi, mais sur d'autres terrains où il ne s'y attend peut-être pas forcément. Euh, j'attends de voir, mais pour l'instant, mis à part cette équipe Ineos qui a l'air forte collectivement, avec Carlos Rodriguez aussi, avec Tao, je n'imagine pas Primoz Roglic être inquiété, mais j'espère que Ineos a les armes. Elle les avait déjà sur le tour, mais avec ses possibilités, elle a fait ce qu'elle pouvait. Là, il faut se dire que c'est pas Vingegaard, que c'est pas Pogacar. On est en la Ouais, présence c'est ça. d'un leader qui peut douter, d'un leader qui peut chuter, d'un leader qui peut craquer, en la personne de Primoz Roglic, et qu'il va falloir vraiment le tester. Là, dans ce petit jeu-là, j'espère que Pavel Sivakov sera le plus fort le plus fort des Ineos, et que le Français il nous cherchait une belle place sur le podium, et pourquoi pas mieux. Mais j'ai quand même du mal à imaginer Primoz Roglic perturbé sur cette Vuelta, surtout quand on fait le point sur ses adversaires. Et le fait même de mettre Remco Evenepoel parmi ses principaux adversaires montre peut-être que c'est pas foufou. Parce que Remco Evenepoel n'a jamais concouru sur 3 semaines pour le podium d'un grand tour. Remco Evenepoel n'a jamais donné d'assurance sur de la haute montagne et sur des cols longs et qui montent en altitude. Voilà, je vais arrêter de parler parce que je vais me répéter, mais Non, moi non, je mais crois vraiment que c'est une autoroute, je pense vraiment que c'est non, un boulevard pour Primoz ouais, Roglic. voilà. En fait, c'est assez révélateur ta manière de faire parce que en fait, on a envie de tourner en rond. On a envie de trouver un coureur qui peut être capable de nous mettre un peu le doute. Mais pour le moment, c'est vrai que tu as un Primoz Roglic qui est largement au-dessus en termes de pronostic. Quand tu vois en fait comment il a dominé les 3 dernières éditions, enfin pas celle de 2019 quand il gagne contre Carapace, c'est là où il est un peu mis en difficulté, mais après les deux autres, il gagne assez tranquillement. Donc, il arrive avec une vraie confiance en fait sur sa prépa en sortant du tour comme ça. Il la connaît en fait. Il connaît cette configuration. Là, comme il démarre avec son équipe, entre le contre-la-montre par équipe, où franchement, ils ont été monstrueux. Et derrière, ils sont insolents collectivement à se refiler le maillot de leader comme si c'était, je sais pas moi, des cacahuètes un bol de cacahuètes à l'apéritif, tiens, t'en veux, bah tiens, t'en prends. Enfin, ok, super. Enfin, je trouvais ça dingue. Tu te dis qu'ils sont bien, bien en confiance, qu'ils sont capables aussi de réfléchir à plein de trucs. Enfin voilà, ils sont légers, les Jumbo. Donc, tu sens aussi que Roglic, il arrive plutôt tranquille. Donc, du coup, en fait, derrière, tu as plutôt une question pour le moment, et je dis bien pour le moment, c'est qui va terminer deuxième. Après, si je devais mettre un ou deux noms, un nom qui va véritablement peut-être l'emmerder, bah là, on peut commencer à se poser cette question, et je remettrai quand même Richard Carapace, qui, tu vois, quand même a été décevant dernièrement, mais qui, pour moi, a l'équipe qu'il faut. Quand je vois Pavel Sivakov, la forme qui tient, je me dis que les Ineos vont quand même, j'espère, se tourner vers Richard Carapace pour véritablement le challenger. Pour moi, c'est le challenger numéro un. Je ne sais pas dans le chat, et Polo, qui pour toi est le challenger numéro un, mais il n'a pas l'air d'être leader, mais moi, je me dis qu'il le restera. Et j'ai pas envie que Ineos fasse un peu ce coup de bâtard un peu à Carapace de ne pas le mettre comme leader parce qu'il part. Tu vois, on sait qu'il va sûrement qu'il va partir chez IF. Donc, on connaît un peu que les équipes veulent pas forcément faire de cadeaux aux coureurs qui partent. Mais si tu mets Carapace comme leader avec la belle équipe qu'il a, c'est quand même plus sérieux que de mettre, enfin plus sérieux, plus assuré que de mettre Pavel Sivakov comme leader. Enfin, je pense que si tu mets tout pour Carapace, il y a une chance qu'il aille chercher Roglic. Je sais Le pas. contraire, c'est moins certain. Carapaz, on lui promettait une victoire facile sur le Giro. Il s'est fait démonter par Jay Hindley.
À l'heure actuelle, Jay Après, je sais Hindley, pas qui lui promettait une il est un peu. victoire facile, mais il Bah, était un peu si, comme, enfin, en tout cas, personne ne lui promettait de se faire battre par Jay Hindley et de complètement craquer non, pas par Jay Hindley, mais par d'autres peut-être. sur sa dernière étape de montagne. Dans ce cas-là, si tu mets Carapaz, il faut mettre Hindley, il faut mettre Landa, il faut mettre Joe Almeida. La force d'Ineos, pour moi, déjà, d'une, elle est Hindley, collective. c'est dur, mais j'ai du mal à lui faire confiance encore. On verra Hindley. Hindley, Ah ouais, c'est ça, moi, c'est le on verra. ce qui m'emmerde, c'est qu'il est un peu loin. Le problème, c'est que Hindley, il a été capable de reprendre, je crois, c'était quoi, 2030, un Richard Carapaz sur une étape de montagne. Donc, faudra voir. Moi, ce que j'aime bien chez Ineos, c'est la force du nombre. C'est Carlos Rodriguez, c'est Luc Plap, c'est surtout Pavel Ah non, mais Sivakov. ils ont une grosse équipe, c'est pour ça que Euh, je dis ça. Tao C'est pour ça que je dis ça. Geoghegan Hart, tous ces gars-là sont capables à leur meilleur niveau de faire une Vuelta assez spectaculaire. Donc on verra. Moi, je vais aussi attendre, et beaucoup de gens dans le chat le disent, que ce que peut répondre un Remco Evenepoel New Look, beaucoup plus affûté, beaucoup plus tracé dans la haute montagne. Voilà, ce sera intéressant. J'imagine mal la Jumbo être inquiétée collectivement. J'imagine mal Primoz Roglic vraiment craquer dans la semaine à venir ou dans les 2 prochaines. Mais comme beaucoup de gars l'ont dit dans le chat, euh, comment dire, il faut attendre la montagne. On verra à ce moment-là. Mais pour le moment, c'est difficile de ne pas imaginer Primoz en domination parce que, mine de rien, aujourd'hui, ce qu'il fait en prenant aussi le maillot, en ne laissant pas une autre équipe depuis le début de ce tour, c'est aussi de mettre un petit coup derrière la carafe aussi à ses adversaires en leur disant les gars, bon courage pour reprendre du temps. Et si vous comptez me reprendre du temps sur la Sierra Nevada, assurez-vous que que vous avez bien. Que j'ai pas assez d'avance parce que là, à ce petit jeu-là, Roglic, il va au jeu des bonifs et des victoires d'étape, il va sûrement augmenter son avance d'ici là. Voilà, c'est la manière de courir du Slovène. On n'aime pas, mais en tout cas, Alors il a après, construit des il a plutôt victoires, raison de bosser comme ça. il a construit des victoires sur des grands tours comme ça, donc il aurait tort de se priver. Mais oui, Mmh. pour l'instant, là où je rejoins le chat, c'est qu'on n'a pas vu la montagne, donc c'est dur de faire des plans sur la comète. Ah Par oui, contre, oui, c'est dur de faire des plans sur la ce que je comète, vois, c'est c'est sûr. qu'il y a déjà des favoris qui ont perdu du temps sur Roglic, et pas mal de temps. On est à 4 étapes. Du coup, je voulais poser cette question un peu plus clairement au chat, mais qui pour vous est le challenger numéro 1 de Roglic? Est-ce que on a mentionné pas mal de noms, hein, parce que pour le moment on est tous dans le flou, mais sur vos impressions, je vois quand même alors je vois une grosse confiance envers Pavel Sivakov comparé à Richard Carapaz. C'est ce que je lis globalement. Il y en a beaucoup qui croient en Remco Evenepoel. Toi, Polo, tout à l'heure, tu étais peut-être un peu plus mesuré. Hindley pour les mentales de Pinot. Ouais, Hindley, c'est Euh, ça. Moi, j'aime bien Hindley, hein. J'aime bien Hindley. Il va avancer masqué. Il a une grosse équipe autour de lui. Il a prouvé qu'il était capable de gérer 3 semaines. Il a prouvé qu'il était capable de gagner un tour sur 3 semaines, avec une concurrence qui semble être approximativement du même niveau, peut-être un peu moins sur le Giro, certes. Euh, mais il y a cette curiosité Remco Evenepoel. J'avoue, je l'imagine pas moi rivaliser pour la victoire, mais par contre, s'il le fait, ça promet une Vuelta hyper spectaculaire et j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir Remco prouver qu'il est capable de tenir sur 3 semaines et d'aller chercher des bons classements généraux. Mais pour l'instant, j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à m'enflammer. Et à l'image de Primoz Roglic, pour Remco Evenepoel, j'attendrai quand même les hmm. premières étapes de montagne ce week-end dans les Asturies pour me faire un point de vue. Mais j'aimerais vraiment, pour le coup, le voir à ce niveau-là. Ce serait vraiment cool pour le vélo et pour le spectacle sur cette Volta. Mais pour l'instant, j'ai encore du mal à y croire. Hmm. Et il y a un autre nom, hormis Hindley, qui a quand même effectivement une belle équipe avec lui, c'est Simon Yates, parce que bah, lui, pour le coup, en plus, il a l'expérience de la Vuelta, il l'a gagné en 2018. Il a fait une préparation qui est très claire pour la Vuelta, vu qu'il a fait Giro Vuelta.
En plus, j'ai l'impression qu'il arrive assez frais. Donc pourquoi pas aussi un Simon Yates qui, pour le moment, a 50 secondes de retard, en gros, sur 51 secondes de retard sur Primoz Roglic. Est-ce qu'un Simon Yates, Paul, rentre dans tes petits papiers pour aller gagner? Pour un podium, je sais que oui, potentiellement, parce que c'est dur de ne pas le mettre, mais pour aller gagner, est-ce que tu lui refais confiance? Moi, je signe pour une Vuelta, pour un revival de la Vuelta 2018, hein, avec un Ah. Simon Yates qui gagne, avec Thibaut Pinot qui gagne 2 étapes et qui fait un beau top 10. Par contre, je suis pas sûr qu'on ait les mêmes conclusions. Simon Yates sortait d'une saison 2018 extraordinaire où il perd le Giro par excès de confiance, je dirais, plus que par un renversement extraordinaire de Chris Froome. Euh, il est lunaire sur le Giro. Il va chercher derrière cette Volta sans trop de problèmes. Mais on est loin de ce Simon Yates-là. Aujourd'hui, on est dans le Simon Yates capable de faire exactement ce qu'il a fait sur le Giro de cette saison, de gagner le premier contre-la-montre à surprise générale, de se positionner comme éventuel favori. Souviens-toi de ce que disait Robin pendant le Giro, et moi qui n'arrêtais pas de lui dire, mais Simon Yates, tu sais comment ça fonctionne. Et derrière, il va nous chercher une magnifique étape sur peut-être la plus belle étape de ce Giro 2022. Mais il lui manque toujours un truc, il lui manque toujours quelque chose, il lui manque toujours une question de forme, voilà, comme on l'a vu sur le Tour d'Italie. Un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid, un coup il a du mal à se mettre en route, un coup c'est l'extinction des feux, il prend 30 minutes, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est sûr que Simon Yates, qui n'a aucun coup de moins bien, c'est un Simon Yates qui jouera la gagne sur cette Volta. Le fait est, c'est que ça fait 4 ans qu'on n'a pas vu Simon Yates ne pas avoir de coup de moins bien sur un grand tour. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué de miser sur lui. Mais pareil, c'est un Simon Yates en pleine forme, c'est un Simon Yates qui va rendre cette course spectaculaire et on peut que espérer que l'anglais soit au niveau parce que Mm. il fait partie de ces coureurs-là qui rendent la course hyper intéressante. Même si je trouve que il la rend encore plus intéressante quand il attaque de loin parce qu'il est déjà largué. Donc on verra que Ouais, c'est s'il vrai. n'est pas largué, on verra quel comportement il adoptera. Mm. Et le dernier nom dont je voulais parler, c'est celui de Joao Almeida qu'on a finalement très peu évoqué parce que enfin, sur le Giro, on rappelle que quand même, alors il n'a pas terminé, hein, le Giro, il a abandonné à la 18e étape, mais pendant tout le Giro, en fait, il est monté en puissance, il a été troisième du général, quand il abandonne, il est quatrième du général. On se rappelle de lui comme d'un mec qui véritablement était jamais lâché. Il y avait même tous ces mèmes incroyables qui le montraient toujours juste derrière dans les rétros, c'était drôle. Mais comment t'expliques qu'il soit peut-être un peu moins dans les favoris aujourd'hui alors que c'est un bon rouleur, c'est un bon grimpeur, il commence à acquérir de plus en plus d'expérience. Il a 53 secondes, donc c'est devant Hindley par exemple. Ouais, non, mais Almeida, moi je pense que ce sera l'un des coureurs à surveiller. Il est clairement en forme. Quelqu'un dans le chat le disait, il avait parfaitement raison. C'est pas aujourd'hui qu'on l'attend, Joao Almeida. La question, ça va être de savoir euh, si Roglic, pour tous ces coureurs dont on a cité, la question, c'est de savoir si Roglic a un coup de moins bien. Parce que Almeida, lui, peut jouer sur quoi sur sa résilience sur la haute montagne, cette capacité à ne jamais craquer, à monter au train et à très bien monter. Il peut jouer sur ses capacités en contre-la-montre aussi. Et on sait qu'il y aura quand même 31 km de contre-la-montre la semaine prochaine, mardi prochain. Ah ouais. Euh, Là-dessus, il va remonter, hein. là-dessus, il peut remonter. Il ne faut pas que Roglic soit devant. C'est toujours le problème, hein. C'est sûr. Almeida, je peux mettre une pièce sur un podium d'Almeida. Vraiment sans aucun problème. Par contre, voilà, pour la victoire, moi, il y a vraiment cet épouvantail Roglic, et j'espère me tromper pour le spectacle, mais il y a cet épouvantail Roglic qui fait peur. Mais par contre, j'imagine quand même Almeida assez en forme, au vu de ce qu'il nous a montré ces dernières semaines. Il a fait un contre-la-montre par équipe correct avec son équipe. Aujourd'hui, il prend les 7 secondes de cassure, mais bon, c'est pas là qu'on l'attend. Voilà, encore une fois, un coureur à qui il faudra voir.
la montagne pour se prononcer un peu plus sérieusement. Mais moi, j'en fais un concurrent sérieux pour le podium, mais là. Je pense Mm. que je le mets sur mon podium. Et du coup, on peut terminer, Polo, par les Français. Après ce débat sur les favoris. Est-ce que déjà tu mets un Français parmi les favoris au podium de cette Vuelta? Je sais que ton rêve avait été, avant cette Vuelta, de voir Julien se battre potentiellement pour un petit top 5 ou en tout cas entrevoir une possibilité de jouer le classement Euh, général. Ça va être difficile. mais à partir du Euh, moment où Remco le faisait, c'était plus la ouais, peine voilà, c'est d'espérer. ça. C'est ça. Non, T'as Pinot qui est là. ouais, non, mais je pense qu'on va assister à un très bon tour des Français. Honnêtement, à Alors, l'image qu'est-ce que tu de, veux dire ça? Ça m'intéresse. à l'image de ce qu'on avait eu, alors je sais plus quelle année c'était, avec plein de victoires, notamment il y avait Boigny qui avait gagné, il me semble qu'il y avait aussi Géniès qui avait gagné. Il y a le terrain, et historiquement, il y a du terrain pour gagner les étapes. Bah, Regardez Quentin rien que l'an Paché. dernier, il y avait eu 3 victoires, hein. Non, mais Un c'est ça. Kenny Ellison qui avait porté le maillot rouge. Ouais. Il y a la place. Il y avait Clément Champoussin qui était allé chercher une étape de l'espace. Euh, Toi, tu parlais de moi- 2018, ouais. ouais, 2018, ouais, j'étais pas sûr Avec que ce soit le tour victoire de Bouhanni, Galopin, Alexandre Géniez de et deux Pinot. Ouais. victoires de Pinot. Moi j'y crois beaucoup. Quand tu vois ce que fait Pavel Sivakov, déjà, tu peux imaginer pourquoi pas un Français jouer pour le classement général. Et ça, c'est toujours cool quand tu suis un grand tour. Et derrière, bah ouais, tu as une équipe Groupama FDJ qui a l'air très en forme. Notamment, bah, c'est simple, il suffit de regarder ce contre-montre par équipe. Ça, c'est quand même le résultat d'une équipe qui a l'air quand même en forme. Thibaut Pinot le dit, Mollard le dit, Paché le dit, ils sont tous en forme. Il y a C'est de quoi clair. faire quand même un très grand tour pour tous ces gens. Euh, Thibaut Pinot, euh, Thibaut Pinot a quand même le terrain de jeu adéquat pour aller chercher voire plus, voire un peu plus d'étapes sur cette Vuelta. Il est en pleine forme, il est ambitieux. Julien Alaphilippe, aujourd'hui, c'était pas son jour, mais on connaît le bougre. Il a encore une belle semaine, notamment pour essayer. Je pense qu'il a jusqu'au contre-la-montre. Après, à mon avis, si Remco est dans le coup, il va falloir quand même rester à côté de lui. Il y a de très belles choses à faire. Il y a Cocard qui est pas loin, sur les sprints. Franchement, moi je pense que ce tour d'Espagne devrait être assez prolifique pour les Français. Alors peut-être que je leur porte l'œil, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour aller chercher des belles victoires Des d'étape. belles petites victoires d'étape, ouais, c'est ça. Et le fait que cette équipe ou pas mal FDJ court uniquement dans cet objectif-là, ça va vraiment apporter des opportunités parce que ils ont largement les capacités à la pédale. On l'a vu aujourd'hui avec Quentin Paché, et je pense qu'on va être assez surpris et dans le bon sens du niveau de Thibaut Pinot en montagne. Donc ça va être intéressant. Hmm. Balancez des petits noms là dans le chat de Français qui peuvent, selon vous, aller chercher une victoire d'étape. Brian Cocard, sur le deuxième sprint, a terminé quatrième. Sur l'étape 3, c'était peut-être un peu moins dans ses qualités, étant donné en plus qu'il y avait vent de face, que c'était peut-être un peu plus compliqué. Top 5, c'était déjà pas mal. Après, sur le deuxième sprint, il avait terminé combien déjà, notre ami il avait terminé un peu plus loin, Brian, voilà, c'est ça. Il avait terminé 18e, mais Brian, potentiellement, peut en claquer une sur la fin de la Volta, à voir, parce qu'il n'y a pas de 12 000 sprints massifs. Mais Nantes, vous dites, alors il y a du Nance Peters, toujours le Nantes, Igesberg, Pinot, Alaf, ouais, attaque de Pinot, forcément. Voilà des petits noms, effectivement. Cavagna sur le CLM. Alors, à voir le profil Pourquoi du pas, contre-la-montre. le profil il est tout plat, il est tout plat, mais bon, t'as Juan Dennis, quoi. T'as Ouais, Juan ouais, Dennis, et quand tu vois la performance de la Jumbo, je serais pas surpris que sur le contre-la-montre, t'aies Juan Dennis 1, Roglic 2 et Eduardo Affini 3. et surtout Roglic, à Euh, ce moment-là, il voudra creuser, quoi. Donc, Cavagna, je le vois plus sur une étape en ligne, mais il faudrait que Remco ait une défaillance et qu'il ne soit plus dans la course au classement général et que la Quick-Step change ses plans. Cavagna, bah, on se souvient, il y a 2 ans, je crois, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, qu'en patron, il est allé chercher une magnifique victoire d'étape. Donc,
Donc, écoute, on verra, mais je pense qu'on a quand même fait le tour de ces Français. Ils arrivent avec beaucoup d'ambition et je pense qu'ils ont les armes à la pédale pour aller chercher mieux. En plus, on n'a même pas parlé de Remco sur le contre-la-montre, mais Cavagna est quand même loin du compte. Mm. Loin du Ouais, il compte va sur le être plus contre-la-montre, compliqué pour lui. notamment cette année. On l'a vu cette année, il prend même pas le titre de champion de France. C'est plus le Cavagna d'il y a 2 ans Ah bah, il en a plus gagné un solitaire. depuis un an. Ouais, il a Le fait. dernier contre-la-montre qu'il a gagné, c'est sur le Tour de Pologne. Donc bon, il avait Ouais, il battu a. qui? Je regarde, il avait battu Almeida quand même et Maciej Bodnar et c'était un contre-la-montre de 20 bornes. Tout plat. Ouais, ouais, non, mais tu vois, et puis il est passé à côté de grands rendez-vous sur les contre-la-montre, notamment sur ce dernier contre-la-montre à Milan, je crois, où il est battu par Pipo Ganna. Il est devant Pipo Ganna aux intermédiaires et en plus il chute à l'avant-dernier virage. Très frustrant, mais je pense que Cavagna, sur cette Volta, il est surtout dans un rôle de coéquipier, que ce soit pour Alaphilippe ou pour Remco Evenepoel en fonction des difficultés et des étapes. On verra ce qui se passe dans les prochains jours, mais à mon avis, Cavagna fera le rôle, comme on l'a vu aujourd'hui, Mm. rôle de coéquipier, et il le fait, pour le coup, il le fait très bien. Bon bah voilà, on a fait notre petit tour de début de Volta. Polo, on s'est bien chauffé tous les deux. Maintenant, on va attendre le retour du Roby. On se retrouve mardi prochain, du coup. On est dac? Ouais, mardi prochain, il y a une belle semaine hein, sur la Vuelta. Alors, si vous n'avez pas été fan du départ aux Pays-Bas comme Alejandro Valverde, et ben comme l'Espagnol, vous allez retrouver un terrain de jeu beaucoup plus propice au spectacle et beaucoup plus appréciable. J'ai mis Déjà profit de demain, l'étape de demain. l'étape de demain autour de Bilbao, pour moi, c'est une des étapes clés de cette Vuelta parce que il y a le, comment dire, le terrain de jeu pardon, pour faire bouger les choses, mettre en difficulté des leaders et surprendre, surtout surprendre. Je serais surpris que Remco Evenepoel ne tente rien sur cette étape. Moi, ça me rappelle un peu, peut-être dans des circonstances un peu plus difficiles sur le Giro, mais cette fameuse étape de Turin gagnée par Simon Yates qui avait fait vraiment beaucoup de dégâts. Voilà, ce profil j'aime bien. Et puis les Asturies, allez voir, je vous invite juste à aller voir les pourcentages, l'irrégularité des cols qu'on va trouver dans les Asturies en fin de semaine. Et vous allez voir qu'on n'est pas à l'abri de grandes surprises aussi. Ça va être une très belle semaine sur cette Volta. Et pour le coup, on aura déjà beaucoup plus de choses à raconter la semaine prochaine avec Robin. Plus d'assurance sur les forces des uns et des autres, notamment en montagne. Et pour le coup, ce sera, j'imagine, plus intéressant. Ouais, très clair. Bon, avec une étape de montagne, du coup, après-demain aussi. Ce week-end, bien évidemment, samedi et dimanche, il nous régale. Donc, on aura pas mal de trucs à dire. Merci, Polo, du coup, pour ce soir. Merci à tous d'avoir été présents pour notre tour. Ça fait toujours du bien de se retrouver comme ça, ensemble, à part les vélos. Et puis du coup, on se retrouve dès la semaine prochaine, les amis, avec le retour de Robin, le très grand Robin Watrin. Ciao, ciao, Polo! Salut les amis, Salut les gros bisous. gars, à la semaine Salut, Benoît. prochaine. Salut.